Mes parents ont passé des années à sortir mon frère des ennuis. Quand ils ont pris leur retraite, ils m'ont dit qu'il était désormais de mon devoir de continuer à le soutenir. J'ai refusé, et ils m'ont traîné en justice, affirmant que j'avais abandonné la famille. J'ai grandi dans l'une de ces familles où le favoritisme était si évident que l'on aurait pu écrire un manuel scolaire à ce sujet. Mon grand frère Kevin, il a 31 ans maintenant, était l'enfant prodige qui pouvait littéralement incendier la maison et mes parents auraient blâmé les allumettes. Pendant ce temps, j'étais la réflexion après coup de la famille. Le beau, c'est vrai, nous avons un autre enfant. En grandissant dans la banlieue de l'Ohio, j'ai compris assez tôt qu'il y avait deux ensembles de règles dans notre maison. Les règles de Kevin et les règles de tous les autres. Kevin pouvait rester dehors jusqu'à minuit les soirs d'école parce qu'il socialisait et développait des compétences de vie. Je devais être à la maison à 8 heures parce que j'avais besoin de structure. Kevin pouvait abandonner toutes les activités qu'il avait commencées parce qu'il se cherchait. J'ai dû rester dans la fanfare pendant 4 ans, même si je détestais la clarinette, parce que l'engagement forge le caractère. Les deux poids deux mesures étaient si évidents que c'en était presque drôle. Presque. Kevin a détruit la voiture de mon père à 17 ans, l'a conduit tout droit dans une boîte aux lettres en envoyant un texto, et mes parents lui ont acheté une Honda d'occasion 2 semaines plus tard pour qu'il puisse apprendre de son erreur dans une voiture plus sûre. J'ai eu un B+ à un contrôle de chimie une fois, et ma mère m'a fait asseoir pour une discussion de 2 heures sur le potentiel gâché. Un B+. Je me souviens encore de son visage comme si j'avais personnellement déçu toute la lignée familiale pour un contrôle de chimie. Les choses scolaires étaient à un tout autre niveau. Kevin obtenait des notes moyennes, peut-être un C+ lors d'un bon semestre. Chaque bulletin scolaire était traité comme s'il avait gagné un prix Nobel. Dîner au restaurant, quelque chose de nouveau, on lui disait à quel point ils étaient fiers de ses efforts. Pendant ce temps, j'obtenais des A-partout et le maximum que je n'ai jamais eu était un signe de tête. Une fois, j'ai figuré sur le tableau d'honneur pour le 6e semestre consécutif et ma mère dit « Eh bien, tu es censé bien faire. » Merci, maman. Vraiment inspirant. Les vacances étaient toujours le spectacle de Kevin. Le matin de Noël, on aurait dit que le Père Noël avait une rancune personnelle contre moi. La pile de cadeaux de Kevin pouvait bloquer une porte. Je recevais peut-être 3 ou 4 choses. Des chaussettes, une calculatrice, des cartes cadeaux pour des magasins où je n'allais jamais. Une année, j'ai eu une boîte à outils pendant que Kevin déballait une console de jeu, le dernier téléphone, et d'une manière ou d'une autre, une moto tout-terrain. L'explication de ma mère, Kevin avait besoin de plus parce qu'il apprécie les choses différemment. Je ne sais toujours pas ce que cela veut dire. Je suis à peu près sûr que j'aurais très bien apprécié une moto tout-terrain. Les anniversaires étaient la même chose. Les fêtes de Kevin étaient des événements, des endroits loués, un service de restauration, tout le monde était invité. Les miennes étaient une réflexion après coup. « Veux-tu même une fête cette année ?» demandait ma mère, en rendant très clair que la réponse qu'elle voulait était non. À 14 ans, j'ai juste arrêté de m'attendre à quoi que ce soit et je leur ai dit de ne pas s'embêter. C'est plus facile de n'avoir aucune attente que de continuer à être déçu. Mon père était le plus grand fan de Kevin. Chaque chose moyenne que Kevin faisait était célébrée comme si c'était historique. Kevin est entré dans l'équipe réserve de football en 2e année. Papa a organisé une fête. Kevin a obtenu son diplôme d'études secondaires avec une moyenne de 2 points. Papa a pleuré de vraies larmes. Quand j'ai obtenu mon diplôme en tant que 2e de la promotion et que j'ai obtenu une bourse universitaire complète pour l'Université d'État de l'Ohio, mon père m'a tapoté l'épaule et a dit « Bon travail », avant de demander si j'avais vu les nouvelles baskets de Kevin. J'avais une bourse complète pour une grande université. Et mon père était plus intéressé par des chaussures. Voici la chose à propos du fait d'être l'enfant qui ne compte pas. Vous apprenez à arrêter de vous attendre à des choses. Vous arrêtez d'espérer que vos parents se présentent. Vous arrêtez d'attendre que quelqu'un remarque ce que vous avez fait. Vous baissez juste la tête et vous vous en occupez vous-même parce que personne d'autre ne le fera. C'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé à temps partiel tout au long du lycée. J'ai économisé chaque centime. J'ai compté les jours jusqu'à ce que je puisse sortir. J'avais un travail d'emballeur de courses à 14 ans. Je suis passé à la mise en rayon. À 16 ans, j'étais dans une quincaillerie locale où les anciens m'ont appris des choses vraiment utiles. Les bases de la plomberie, de l'électricité, comment réparer les choses au lieu de les remplacer.
Ces gars m'ont montré plus d'attention en 2 ans que mes parents n'en ont montré en 16 ans. L'un d'eux, ce plombier à la retraite nommé Karl, m'a dit que j'avais une bonne tête et de bonnes mains et que j'irais loin si je restais en dehors des ennuis. Ce seul commentaire signifiait plus pour moi que tout ce que mes parents n'avaient jamais dit. En fait, je pense parfois à Karl et je me demande s'il sait à quel point cela comptait. Probablement pas, mais c'était le cas. L'université était ma stratégie de sortie. 4 ans d'ingénierie à l'État de l'Ohio, j'ai obtenu mon diplôme avec mention, j'ai décroché un bon emploi dans une usine de fabrication en tant qu'ingénieur en mécanique. Pendant que Kevin rebondissait entre les petits boulots au salaire minimum et demandait à nos parents des prêts dont tout le monde savait qu'ils n'étaient que des cadeaux, je construisais quelque chose de réel. Une carrière, des économies et un véritable avenir. À 25 ans, j'avais économisé assez pour un acompte sur une modeste maison de 3 chambres. Rien de fou, mais elle était à moi. Chaque paiement de prêt hypothécaire me rappelait que j'avais fait cela tout seul. Pas de dons, pas de prêts qui disparaissent par magie, juste du travail et de la planification. Signer ces documents de clôture a été l'un des meilleurs jours de ma vie. La vie de Kevin, pendant ce temps, était une porte tournante de désastre. Il ne pouvait pas garder un emploi plus de 6 mois. Il se faisait licencier pour être arrivé en retard. Problème d'attitude, différence créative avec la direction dans un fast-food. Toujours la faute de quelqu'un d'autre. Le manager abusait de son pouvoir. L'emploi du temps était déraisonnable. Le travail était en dessous de lui de toute façon. Et puis il y a l'historique du logement. La première expulsion s'est produite quand Kevin avait 24 ans. Il a loué un studio, a arrêté de payer le loyer après 3 mois parce qu'il n'était pas d'accord avec l'énergie du propriétaire. Je ne sais pas ce que cela veut dire non plus. Le propriétaire a eu le culot de demander le loyer à temps, et Kevin a trouvé cela agressif. Les parents ont payé ses arriérés de loyer. Il est rentré à la maison. Ce premier retour a duré environ 8 mois. Kevin n'a rien fait pendant tout ce temps. Aucune recherche d'emploi, rien du tout, juste jouer aux jeux vidéo jusqu'à 4:00 heure du matin et dormir jusqu'à midi. Les parents s'en plaignaient entre eux, mais ne disaient jamais un mot à Kevin. Il se remet d'une expérience difficile, disait ma mère. Une expérience difficile de ne pas payer de facture. Quelle épreuve! L'expulsion numéro 2 est survenue à 27 ans. Il avait emménagé avec une petite amie nommée Ashley. Une gentille fille, bien trop bien pour lui. Elle occupait 2 emplois pendant que Kevin jouait aux jeux vidéo 14 heures par jour et ne contribuait à rien d'autre qu'à se plaindre de son air fatigué. Quand elle l'a finalement mis à la porte, il lui devait 3 mois de charge. Les parents les ont couverts, eux aussi. Bienvenue à la maison, Kevin. Encore. Ce deuxième retour à la maison a été pire. Kevin avait développé une attitude à ce sujet, comme s'il faisait une faveur à nos parents en étant là. Il mangeait leur nourriture, augmentait leurs factures, ne contribuait à rien, et ensuite se plaignait des marques de courses que ma mère achetait. Ce ne sont pas les bonnes chips, mec. Tu es un pique-assiette. Tu n'as pas de préférence en matière de chips. L'expulsion numéro 3, c'était l'année dernière. Il avait convaincu un copain nommé Trevor de le laisser rester sans payer de loyer en échange d'une aide pour les tâches ménagères. L'idée de Kevin d'aider pour les tâches ménagères était de manger toute la nourriture et de ne jamais rien nettoyer. Trevor lui a donné un préavis de 2 semaines. Kevin l'a étiré jusqu'à 2 mois jusqu'à ce que le gars change les serrures pendant que Kevin était sorti. À chaque fois, mes parents ont agi comme si Kevin était une sorte de victime de la malchance, au mauvais endroit, au mauvais moment, l'économie. N'importe quoi sauf la vérité évidente que leur fils était un homme adulte qui n'avait jamais appris ce qu'était une conséquence parce qu'il l'avait protégé de chacune d'entre elles. Après la 3e expulsion, Kevin est retourné à la maison. Mes parents approchaient de la soixantaine, soi-disant en train de planifier leur retraite, et voici leur fils de 30 ans campé dans sa chambre d'enfant comme si rien n'avait changé depuis le lycée. Il m'appelait pour se défouler à ce sujet. Kevin traverse une période difficile. Kevin a juste besoin de trouver sa voie. Kevin s'épanouirait avec la bonne opportunité. L'opportunité dont Kevin avait besoin était un signal d'alarme, mais mes parents ne pouvaient pas le lui donner. Ils avaient passé 3 décennies à s'assurer qu'il n'ait jamais à grandir. Et maintenant, ils étaient choqués. Choqués qu'il ne l'ait pas fait. Je suis resté en dehors de ça. J'envoyais des cartes pour les fêtes,
j'appelais pour les anniversaires, je rendais visite peut-être 2 fois par an pour des dîners gênants où Kevin demandait à emprunter de l'argent et je disais non. Ma relation avec eux était polie mais distante. Cela m'allait très bien. J'avais fait la paix avec ce qu'ils étaient il y a longtemps. Il y a environ 8 mois, mes parents ont lâché une bombe lors de l'un de nos rares dîners de famille. Ils vendaient la maison, déménageaient dans un appartement en copropriété en Arizona près de la sœur de ma mère. Une retraite dans le désert semblait raisonnable. Ils approchaient de la soixantaine. La maison était trop grande. L'Arizona était logique. J'ai dit, félicitations. Bon plan. Puis l'autre nouvelle est tombée lourdement. Donc, évidemment, Kevin aura besoin d'un endroit où rester. Ma mère l'a dit de la même manière que l'on mentionnerait la météo, comme si c'était juste un fait de la vie. Nous avons pensé que puisque tu as cette chambre d'amis, il pourrait emménager avec toi temporairement. Juste jusqu'à ce qu'il se remette sur pied. J'ai failli m'étouffer avec mon eau. Mes chambres supplémentaires étaient un bureau à domicile où je faisais du travail de consultation en tant qu'indépendant, un travail d'appoint qui rapportait 15 000 € supplémentaires par an, et une chambre d'amis que j'utilisais peut-être 3 fois par an pour de vrais invités. Aucune d'elles n'était une unité de stockage pour Kevin. Cela ne va pas marcher pour moi. Mon père a fait ce visage. Celui où il ne peut pas comprendre pourquoi j'ai mes propres opinions sur ma propre maison. De la confusion mélangée à de l'irritation. Pourquoi pas? Tu as la place. Avoir de la place et vouloir un colocataire sont deux choses différentes. Kevin et moi n'avons pas un mode de vie compatible. Ce que je voulais dire, c'est que je paie mes factures et que je me douche régulièrement, mais j'essayais d'être gentil à ce sujet. Kevin était en face de moi, faisant défiler l'écran de son téléphone tout le temps, comme si une conversation sur l'ensemble de sa situation de vie ne le concernait pas. Laisser tout le monde s'en occuper. Classique. Ce ne serait que temporaire, a déclaré ma mère. 6 mois, peut-être 1 an, juste le temps que Kevin économise. 6 mois à 1 an. Kevin avait vécu sans payer de loyer avec nos parents par intermittence pendant pratiquement une décennie et n'avait jamais économisé un centime. Tout l'argent qu'il obtenait allait directement dans les jeux vidéo, la livraison de nourriture, et tout ce qu'il voulait sur le moment. L'idée qu'il développerait soudainement une discipline financière chez moi était insensée. Je suis désolé, mais non. Je ne suis pas en position de prendre un colocataire. Du jargon d'entreprise parce que l'honnêteté directe avec mes parents déclenche juste des disputes. Le dîner est devenu bizarre après ça. Ils ont continué à aborder le sujet sous différents angles. Kevin pourrait être une influence positive sur moi. Attendez, non. Je pourrais être une influence positive sur Kevin. Il pourrait t'aider dans la maison. L'image mentale de Kevin aidant dans ma maison était honnêtement hilarante. C'était un gars qui avait passé 3 semaines sans faire de lessive parce qu'il continuait à oublier. Il aiderait dans ma maison de la même manière qu'une tornade aide un parc de caravanes. Je suis resté ferme. Non. Quand je suis parti ce soir-là, mes parents m'ont regardé comme si je les avais trahis. Kevin a haussé les épaules et est retourné à son téléphone. Typique. Mes parents ont déménagé en Arizona il y a environ 4 mois. Ils ont trouvé Kevin près de leur ancienne maison et ont payé les 3 premiers mois de loyer plus le dépôt de garantie. Un cadeau de départ, un dernier coup de main. Vous pouvez deviner ce qui s'est passé. Kevin a tenu 2 mois et demi. Il a été expulsé pour nuisance sonore, dommage à la propriété, et non-paiement du loyer une fois les mois prépayés écoulés. Il avait invité des gens bruyants plusieurs soirs par semaine, empêchant les voisins de dormir jusqu'à 3:00 heure du matin. Il a fait un trou dans le mur de la salle de bain, a affirmé qu'il était déjà fragile, et qu'il l'avait à peine touché. Le propriétaire avait des photos montrant un trou de la taille d'un poing qui n'était certainement pas là à l'emménagement. Expulsion numéro 4. Mes parents m'ont appelé le jour où c'est arrivé. Maman était pratiquement hystérique. Kevin n'avait nulle part où aller. Il finirait dans la rue. Papa a pris le téléphone et a utilisé sa voix sérieuse, celle qu'il pense être autoritaire, mais qui donne juste l'impression qu'il est constipé. Tu dois laisser Kevin rester avec toi. Il ne l'a pas demandé, il l'a ordonné. Non. C'est ton frère. C'est la famille. C'est ce que fait la famille. La famille ne signifie pas que je dois laisser quelqu'un emménager dans ma maison contre ma volonté. Kevin a 31 ans.
Il doit résoudre sa propre situation. Maman a repris le téléphone. Comment peux-tu être si froid après tout ce que nous avons fait pour toi? Celle-là m'a presque fait rire. Tout ce qu'ils avaient fait pour moi, je pouvais le compter sur une main, et la plupart des doigts resteraient baissés. L'appel s'est transformé en voyage de culpabilité et en accusation. J'abandonnais la famille. Je punissais Kevin pour avoir fait des erreurs, comme si 4 expulsions et des appartements saccagés n'étaient que de petites gaffes qui arrivaient à tout le monde. Je leur ai dit que ma réponse était définitive, j'ai mis fin à l'appel, et j'ai bloqué leur numéro pendant 48 heures parce que j'avais besoin d'une pause. Au cours des semaines suivantes, ils ont envoyé tout le monde après moi. Des parents à qui je n'avais pas parlé depuis des années m'appelant soudainement pour me dire à quel point ils étaient déçus. Ma tante m'a envoyé un verset biblique par SMS sur l'amour fraternel. Un cousin que j'avais rencontré peut-être 2 fois a essayé de m'ajouter en ami sur les réseaux sociaux pour continuer la campagne de culpabilité. Même ma grand-mère a appelé, et je l'aime vraiment, pour suggérer gentiment que la famille est de la famille. Je lui ai raconté toute l'histoire et elle a semblé comprendre, même si elle voulait toujours que je garde mon cœur ouvert. Kevin a appelé quelques fois aussi. Approche différente, moins de culpabilité, plus de promesses. Il avait changé. Il avait appris. Il trouverait un travail tout de suite. Il paierait le loyer. Il serait le colocataire parfait. Je saurais à peine qu'il était là. C'est ça. Le gars qui ne peut pas garder un travail 6 mois allait se transformer en citoyen modèle. Bien sûr. J'ai dit non à chaque fois. Ma maison. Ma décision. Modification. Les gens demandent pourquoi je ne le laisse pas simplement rester une nuit. Parce qu'une nuit avec Kevin devient une semaine, qui devient un mois, qui devient je pensais que nous avions convenu que je pouvais rester. J'ai vu ce film 4 fois. Je sais comment il se termine. Modification 2. Oui, ma relation avec mes parents a presque toujours été comme ça. J'ai arrêté d'attendre des choses d'eux il y a longtemps. Cela semble triste quand je l'écris, mais honnêtement, c'est juste comme ça. Donc, l'auteur de la publication a dit non et pensait que ce serait la fin de l'histoire, mais ses parents n'en avaient pas terminé. Pas même proche. Ils ont en fait intenté une action en justice à ce sujet. Je n'arrivais pas à y croire non plus quand je l'ai lu pour la première fois. Continuons. Mise à jour une publiée 3 semaines plus tard. Très bien, Reddit, attachez vos ceintures car cela a empiré, ou s'est amélioré, selon la façon dont vous le regardez. Beaucoup d'entre vous ont dit dans les commentaires que mes parents n'iraient pas réellement jusqu'à une action en justice. Vous aviez tort. Ces gens sont dévoués à l'illusion. Pour les nouvelles personnes, les parents ont déménagé en Arizona, voulaient que j'accueille mon frère de 31 ans qui a été expulsé 4 fois. J'ai dit non. Ils ont envoyé toute la famille élargie après moi. C'était la publication originale. Voici ce qui s'est passé ensuite. Il y a environ 6 semaines, j'ai reçu une lettre par la poste qui m'a fait rire aux éclats, provenant d'un cabinet d'avocats dont je n'avais jamais entendu parler, m'informant que mes parents envisageaient une action en justice contre moi pour. Et je lis cela mot pour mot. Abandon familial et manquement au devoir familial implicite. Je l'ai lu 3 fois pour m'assurer que je ne perdais pas la tête. Mes parents menaçaient de me poursuivre parce que je ne voulais pas laisser un homme adulte vivre dans ma maison. La lettre avait des polices fantaisistes et un papier d'apparence officielle, mais l'argument réel était de la pure fantaisie. J'ai appelé un ami avocat de l'université. Il était aussi confus que moi. L'abandon familial n'existe pas vraiment en droit civil, a-t-il dit. Pas de la façon dont ils le décrivent. Il n'y a aucune règle juridique qui dit que tu dois loger ton frère adulte. On dirait que quelqu'un leur a donné de terribles conseils ou qu'ils ont trouvé un avocat prêt à encaisser un chèque pour une affaire qui ne mène nulle part. Il a dit que je devais répondre par l'intermédiaire d'un avocat pour montrer clairement que je n'avais pas peur. Donc, j'ai engagé un gars local nommé Richard qui fait des affaires civiles générales. Richard a renvoyé une lettre qui disait essentiellement qu'il n'y avait aucune base légale pour tout cela et que toute poursuite serait frivole. Je pensais que cela mettrait fin à l'affaire. Des gens normaux liraient cela et reculeraient. Mes parents ne sont pas des gens normaux. 2 semaines plus tard, j'ai reçu de vrais documents judiciaires. Mes parents me poursuivaient pour 50 000 € de dommages et intérêts pour infliction intentionnelle de détresse émotionnelle et négligence dans la fourniture d'un soutien familial.
50 000 € parce que je ne voulais pas donner une chambre à mon frère. Les réclamations étaient folles. Ils disaient que mon refus de loger Kevin leur avait causé un traumatisme émotionnel sévère et les avait forcés à engager des dépenses financières importantes pour soutenir Kevin eux-mêmes. L'ironie était si épaisse qu'on aurait pu l'étaler sur des toasts. Ils soutenaient Kevin pendant toute sa vie d'adulte. Ils avaient couvert chaque expulsion, chaque facture impayée, chaque appartement saccagé. Mais d'une manière ou d'une autre, mon refus était la chose qui leur causait de la douleur financière. Mon avocat l'a examiné et a dit ce que je savais déjà. C'est n'importe quoi. Il n'y a pas de cause d'action ici. Ils vous poursuivent pour ne pas être assez généreux avec votre propre propriété. Aucun juge ne prendra cela au sérieux. Mais nous devions quand même répondre. Nous devions quand même faire les formalités administratives. Nous devions quand même nous présenter. La phase de communication des pièces. C'est là que les choses sont devenues vraiment intéressantes. Mon avocat a demandé des documents à mes parents concernant leurs réclamations, des dossiers financiers, tout ce qui montrait les dépenses importantes qu'ils avaient soi-disant à cause de moi. Ce que nous avons récupéré était une mine d'or. D'abord, des relevés bancaires montrant que mes parents canalisaient de l'argent vers Kevin depuis des années. Pas seulement des urgences, des transferts mensuels réguliers de 500 €, 800 €, parfois 1200 € remontant à au moins 5 ans selon ce qu'ils nous ont donné. Kevin ne demandait pas seulement de l'aide de temps en temps. Il était pratiquement salarié. En 5 ans, il lui avait envoyé environ 45 000 €, peut-être plus. C'est un acompte pour une maison. C'est un diplôme d'études supérieures. Au lieu de cela, c'est allé au financement des années d'adolescence prolongées de Kevin. Mais les courriels étaient le vrai prix. Il y avait des messages entre mes parents parlant de leur plan de retraite. Et dans ces courriels, ils discutaient ouvertement de la façon dont ils s'attendaient à ce que je prenne en charge le soutien de Kevin une fois qu'il partirait pour l'Arizona. Ils parlaient du fait que ma maison avait beaucoup de place, que j'étais assez stable financièrement pour gérer cela. Ils ont même calculé combien ils économiseraient si Kevin vivait avec moi au lieu de vivre seul. Un courriel de ma mère à mon père disait littéralement, une fois qu'il sera installé chez son frère, nous pourrons enfin arrêter de nous inquiéter pour les paiements mensuels. Ils ne me poursuivaient pas parce que leurs sentiments étaient blessés. Ils me poursuivaient parce que j'avais ruiné leur plan de me faire payer pour Kevin. Toute la poursuite ne concernait pas le devoir familial. Elle concernait l'argent. Mon avocat bourdonnait pratiquement quand il m'a montré ça. Ils nous ont remis toute l'affaire. Il a dit, cela prouve que la motivation était financière, pas émotionnelle. Ils voulaient vous transférer les dépenses de Kevin, et quand vous avez dit non, ils ont essayé de le forcer par le biais du tribunal. Nous avons construit notre défense autour de cela. Nous avons documenté l'historique d'expulsion de Kevin, obtenu des déclarations d'anciens propriétaires sur les dommages. Un gars a envoyé une ventilation complète de la façon dont cela lui a coûté 3 000 € pour rendre l'ancien appartement de Kevin habitable à nouveau après son départ. Nous avons tiré l'historique d'emploi de Kevin, montrant qu'il n'avait jamais gardé un emploi plus de quelques mois. Nous avons dressé un tableau complet de la raison exacte pour laquelle toute personne saine d'esprit refuserait de le loger. Mon avocat a également envoyé des questions à mes parents leur demandant de pointer vers n'importe quelle loi spécifique qui m'obligeait à loger mon frère adulte. Leur réponse était de vagues arguments émotionnels, des sentiments, rien de légal. Ils ne pouvaient nommer un seul statut ou précédent car il n'y en a pas. Toute l'affaire n'allait évidemment nulle part, mais mes parents ne voulaient pas laisser tomber. Ils s'étaient engagés et leur fierté ne leur permettait pas d'abandonner. La date du tribunal était fixée à un mardi au début de l'automne. Ces courriels sont incroyables. Ils ont littéralement mis leur plan par écrit. Se débarrasser de Kevin sur le dos de l'auteur de la publication et économiser 1 000 € par mois. Et puis remettre ces courriels lors de la communication des pièces. On ne peut pas inventer des choses pareilles. Très bien, passons à la date du tribunal car c'est là que Kevin devient accidentellement le héros de l'histoire. Mise à jour 2 publiée 2 semaines plus tard. Je suis de retour. Le tribunal a eu lieu. Cela s'est passé exactement comme vous l'espéreriez si vous avez suivi cette saga. En fait, cela s'est passé mieux que cela parce que Kevin, le gars qui a causé chaque problème dans cette histoire, a finalement fait quelque chose d'utile. Par accident, évidemment. Mais quand même. Si vous venez de nous rejoindre,
les parents m'ont poursuivi pour 50 000 € parce que je ne voulais pas laisser mon frère de 31 ans expulsé 4 fois vivre dans ma maison. La communication des pièces a révélé que leur vrai plan était de me refiler les dépenses de Kevin pour qu'ils puissent prendre leur retraite en paix. Maintenant, nous sommes dans une vraie salle d'audience pour cela. Jour du tribunal, mardi matin, début de l'automne. J'ai pris ma journée de congé, je me suis présenté dans ma meilleure tenue de ville décontractée, ressemblant à l'adulte responsable que j'avais passé toute ma vie à essayer de devenir. Les parents étaient déjà là avec Kevin. Maman ne voulait pas me regarder. Papa m'a foudroyé du regard comme si j'avais insulté ses ancêtres. Kevin était sur son téléphone. Évidemment. Leur avocat était un gars plus âgé qui avait l'air d'avoir abandonné sa carrière il y a environ 10 ans et qui attendait juste l'heure de la retraite. Il n'arrêtait pas de mélanger des papiers et de vérifier sa montre. La juge était une femme pragmatique d'une 50aine d'années qui avait l'air d'avoir vu tous les types de déchets familiaux imaginables et qui en avait complètement fini avec tout ça. Quand elle a parcouru le dossier avant que nous ne commencions, je l'ai surprise en train de hausser un sourcil. Pas un bon signe pour mes parents. Leur avocat est passé en premier, a exposé l'affaire avec toute l'énergie de quelqu'un qui lit une liste de courses. Il a parlé des liens familiaux, des obligations morales et du traumatisme de voir un membre de la famille tourner le dos au sang. Lourd sur les sentiments. Zéro argument juridique réel. Il n'a jamais une seule fois pointé du doigt une loi ou une affaire qui disait que je devais loger mon frère. Ensuite, Richard y est allé. Il était propre et organisé à ce sujet. Il a expliqué qu'il n'y a aucune exigence légale pour qu'un adulte loge un frère ou une sœur adulte. Il a parcouru avec la juge l'historique des expulsions de Kevin. Les dommages à la propriété, le loyer qu'il n'a jamais payé. Puis il a sorti les courriels où mes parents détaillaient leur plan pour me refiler Kevin. Votre honneur, a dit Richard, les plaignants ne cherchent pas la justice. Ils essaient de faire payer à mon client les frais de subsistance d'un autre adulte. Il n'y a aucune base légale pour cela. Ils utilisent le tribunal pour passer outre le droit de mon client de décider qui vit dans sa propre maison. La juge n'avait pas l'air impressionnée par le côté de mes parents. Elle a demandé directement à leur avocat, pouvez-vous citer une quelconque autorité juridique qui dit qu'une personne doit fournir un logement à un frère ou une sœur adulte? Le gars a balbutié quelque chose sur les traditions de la common law et l'esprit d'unité familiale. La juge n'y a pas cru. La juge voulait entendre Kevin directement. C'était logique. Il est la personne au centre de tout ce gâchis. Il a prêté serment et s'est assis avec l'air agacé de devoir ranger son téléphone pendant 5 minutes. Leur avocat lui a posé quelques questions faciles. Depuis combien de temps cherchait-il un logement? Quels étaient ses plans d'emploi? Comment mon refus l'avait-il affecté? Les réponses de Kevin étaient. Tellement Kevin, c'était presque de l'art. Il explorait des options. Il était entre deux opportunités sur le plan professionnel. Mon refus avait vraiment fait mal parce que j'étais censé le soutenir. Ensuite, Richard a eu son tour. Il a commencé par l'historique des expulsions. Il a parcouru chacune d'elles. Kevin a essayé de tout minimiser, mais la paperasse était juste là. 4 expulsions, des propriétés endommagées, des loyers impayés. Un modèle, clair comme le jour. Puis Richard a posé la question qui a tout fait exploser. Kevin, où vivez-vous actuellement? Kevin a haussé les épaules. Avec mon pote Dave. Il me laisse dormir sur son canapé jusqu'à ce que cela soit réglé. Donc vous n'êtes pas sans abri. Vous ne vivez pas dans la rue comme vos parents l'ont prétendu dans leur dossier. Kevin a en fait eu l'air confus. Non, je suis chez Dave depuis environ 2 mois. C'est bien. Les sourcils de la juge se sont levés. Leur avocat avait l'air de vouloir que le sol l'engloutisse. Richard a continué. Et que comprenez-vous être le but de ce procès? Pourquoi vos parents poursuivent-ils votre frère? Et Kevin. Dieu bénisse cet idiot. Il a juste haussé les épaules et l'a dit. Je veux dire, c'est assez simple. Mes parents ont un revenu fixe maintenant et ils ne peuvent pas continuer à payer pour mes affaires. Ils se sont dit que s'ils obtenaient du tribunal qu'il oblige mon frère à me prendre, ils économiseraient environ 1 000 € par mois ou peu importe. En plus, mon frère a cette maison et il n'utilise même pas toutes les pièces, donc c'est une sorte de gâchis de toute façon. Silence de mort. Kevin venait d'admettre sous serment que tout le procès était une combine pour de l'argent.
Pas de détresse émotionnelle, pas de devoir familial. Juste obliger mon frère à payer pour moi afin que mes parents n'aient pas à le faire. Mes parents avaient l'air de vouloir s'évaporer. Leur avocat a fermé les yeux. Je pense qu'il priait. La juge avait cette expression qui était à moitié agacée et à moitié comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'entendre. Donc, laissez-moi m'assurer de bien comprendre, a dit la juge. Vos parents ont intenté ce procès parce qu'ils voulaient économiser de l'argent en faisant en sorte que votre frère couvre vos frais de subsistance. Kevin a hoché la tête comme si c'était tout à fait normal. Ouais, à peu près. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas les moyens de continuer à m'aider et que mon frère avait plein d'argent pour prendre le relais. Quelque chose à propos de la juste part du fardeau familial ou peu importe. J'aurais pu le serrer dans mes bras. 31 ans de ces absurdités à ne rien faire d'autre que de causer des problèmes, et il a finalement fait quelque chose d'utile. Il a fait exploser toute leur affaire parce qu'il ne pouvait pas garder la bouche fermée pendant 5 minutes. La juge a déclaré une suspension de séance. Quand nous sommes revenus, elle est allée droit au but. J'en ai assez entendu. Les plaignants n'ont pas réussi à établir la moindre base légale pour leur réclamation. Il n'y a aucune loi qui oblige un adulte à loger un frère ou une sœur adulte. Les réclamations pour détresse émotionnelle sont clairement une couverture étant donné le témoignage selon lequel la véritable motivation était financière. Elle a regardé mes parents. Ce que je trouve particulièrement troublant, c'est la tentative d'utiliser ce tribunal pour forcer un membre de la famille à payer pour un autre. Ce n'est pas à cela que sert le système judiciaire. Votre fils, elle m'a pointé du doigt, a tout à fait le droit de décider qui vit dans sa maison. Le fait que votre autre fils soit de la famille ne change rien à cela. Affaire rejetée avec préjudice. Elle a ordonné à mes parents de payer mes frais de justice puisque la poursuite était frivole. Le total s'élevait à environ 8 000 €. Maman pleurait quand ils sont partis. Papa avait l'air de vouloir casser quelque chose. Kevin était déjà de retour sur son téléphone, nullement dérangé par le fait que son témoignage venait de coûter 8 000 € à ses parents. Je suis sorti en me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. Modification. Les gens demandent si Kevin l'a fait exprès pour les saboter. Non, Kevin est juste Kevin. Il n'a sincèrement pas compris que ce qu'il disait posait problème. Il pensait qu'il était utile en expliquant la situation clairement. C'est la partie la plus drôle. Kevin a juste détruit avec désinvolture le dossier de ses parents sous serment parce qu'il pensait sincèrement être utile. C'est peut-être le meilleur moment que j'ai lu sur ce forum depuis longtemps. Mais les conséquences sont l'endroit où les choses deviennent encore plus folles. Terminons avec cette dernière mise à jour publiée 5 semaines après le tribunal. Dernière mise à jour Reddit. Il s'est passé beaucoup de choses au cours des 5 semaines depuis le tribunal, et je me suis dit que vous méritiez tous la fin. Ce fut un sacré voyage. Si vous êtes nouveau, allez d'abord lire les autres publications. La version courte est que mes parents m'ont poursuivi pour 50 000 € parce que je ne voulais pas loger mon frère. Mon frère a fait exploser leur affaire en admettant sous serment qu'il s'agissait simplement d'une tentative d'extorsion de fonds, et la juge l'a rejeté et leur a fait payer mes frais de justice. Voici tout ce qui s'est passé depuis la situation des frais. Première chose, mes parents ont envoyé une lettre me demandant de renoncer à l'attribution des 8 000 € de frais de justice. 4 pages écrites à la main par ma mère. De la culpabilité d'un bout à l'autre. Ils ont un revenu fixe. Ils ne peuvent pas se le permettre. Elle a énuméré leurs prêts hypothécaires, les paiements de voiture, et combien ils avaient dépensé pour Kevin au fil des ans. Comme si c'était d'une manière ou d'une autre mon problème. La lettre se terminait par « Nous sommes toujours tes parents et nous méritons ton respect ». Je n'ai pas répondu. Je l'ai envoyé directement à Richard. Il a répondu par une réponse formelle. Le jugement est maintenu. Paiement attendu dans les 30 jours. Ils ont manqué la date limite. Ils n'ont pas payé un centime. Richard a déposé une requête en exécution. Le tribunal l'a accordée. Ils ont maintenant une ordonnance de saisie-arrêt sur la pension de mon père. Environ 450 € par mois prélevés automatiquement jusqu'à ce que les 8 000 € soient couverts. Ma mère a appelé en hurlant sur la façon dont je volais leur retraite. J'ai dû tenir le téléphone éloigné de mon oreille. Elle m'a traité d'ingrat, m'a traité de froid, a dit que je détruisais la famille. J'ai attendu qu'elle s'arrête de respirer et je lui ai rappelé qu'elle aurait pu éviter tout cela en ne me poursuivant pas. Elle a raccroché.
Kevin se fait encore expulser. Kevin s'est fait virer de chez Dave. Il a tenu presque 3 mois, ce qui est en fait son record personnel. Donc, félicitations, je suppose. Dave a découvert l'historique des expulsions par quelqu'un qui connaissait quelqu'un au palais de justice. Il a donné une semaine à Kevin. Kevin m'a appelé pour demander juste quelques nuits le temps de trouver une solution. J'ai dit non. Il m'a insulté de tous les noms et a raccroché. Puis Kevin s'est présenté chez moi. Il est juste apparu sur le pas de ma porte mardi dernier vers 21h00 avec un sac de sport, ayant l'air pathétique et mouillé par la pluie. Il a dit qu'il n'avait nulle part ailleurs où aller. Dave l'avait mis à la porte. Les parents étaient en Arizona. Il avait même essayé d'appeler Ashley, l'ex-petite amie, et elle a ri et lui a raccroché au nez. Je me suis tenu dans l'encadrement de la porte et je lui ai dit que ce n'était pas mon problème. Il a commencé à crier, m'a appelé de tous les noms auxquels il pouvait penser. Il a dit que j'étais censé être son frère. Il a dit que le sang était censé signifier quelque chose. Il a dit que je lui devais ça parce que j'avais eu tous les bons gènes et que j'avais eu la vie facile. Cette dernière partie m'a presque fait rire. Un voisin a passé la tête dehors pour voir ce qui se passait. J'ai fait un signe de la main pour lui faire savoir que nous allions bien. Kevin l'a remarqué et a baissé la voix, mais son visage était toujours rouge. Il est passé aux supplications. Il a dit qu'il dormirait sous le porche. Il avait juste besoin d'une nuit, il serait parti le matin. J'ai dit non et j'ai fermé la porte. Il a commencé à frapper dessus. J'ai appelé la ligne non urgente de la police pour documenter l'incident. Il a dû me voir par la fenêtre parce qu'il a attrapé son sac et a détalé avant qu'il n'arrive. L'officier a pris ma déposition et a suggéré une caméra de sonnette. J'en ai commandé une ce soir-là. Maman et papa reviennent en avion. Mes parents sont revenus d'Arizona en avion. Ils logent dans un motel près de leur ancienne maison en essayant d'aider Kevin à se remettre sur pied. Ma mère m'a appelé pour me le dire comme si j'étais censé me sentir coupable à ce sujet. J'ai demandé comment se passait l'appartement de la retraite. Elle a dit qu'il devrait peut-être le vendre pour couvrir les dépenses de Kevin. J'ai dit que cela ressemblait à un problème personnel. Elle m'a traité de sans-cœur et a raccroché. L'intervention. Le week-end dernier, samedi matin, je me préparais pour le travail quand j'ai entendu la sonnette, j'ai regardé la caméra. Tous les 3 étaient debout sur mon porche. Les parents plus Kevin. Ils avaient roulé toute la nuit depuis leur motel. Mon père tenait un dossier. Ma mère avait du mascara qui coulait sur son visage. Kevin avait l'air agacé d'être réveillé avant midi. Je suis sorti et j'ai fermé la porte derrière moi. Je ne les laissais pas entrer. J'ai fait remarquer que la sonnetterie enregistrait tout. Mon père s'est lancé dans un discours qu'il avait clairement pratiqué dans la voiture. La responsabilité familiale, le sang plus épais que l'eau. Comment je déchirais tout le monde avec mon égoïsme. Il avait des papiers montrant leur situation financière. Des relevés bancaires, des factures, des feuilles de calcul de ce qu'ils avaient dépensé pour Kevin. Il voulait que je voie combien ils avaient sacrifié. Il a dit que si je laissais juste Kevin rester 6 mois, peut-être 1 an, il pourrait sauver l'appartement, il pourrait prendre leur retraite en paix. Ma mère est intervenue entre 2 sanglots. Comment elle m'avait porté pendant 9 mois. Comment elle restait éveillée quand j'étais malade enfant. Comment elle me conduisait à l'école, faisant sonner cela comme si le rôle parental de base était une sorte de faveur extraordinaire que je lui devais pour toujours. Kevin se tenait derrière eux, faisant défiler l'écran de son téléphone, complètement déconnecté de la conversation sur son propre avenir. Je les ai laissés faire. Ça a pris environ 10 minutes. Je n'ai pas interrompu une seule fois. Puis j'ai posé une question. Avez-vous apporté des documents montrant ce que vous avez sacrifié pour moi? Mon père a ouvert la bouche, l'a fermée, a regardé ma mère. Elle a regardé le sol. Kevin a en fait ri. Mec, sérieusement. J'ai gardé les yeux sur mes parents. Je leur ai dit que c'était la dernière fois que nous avions cette conversation. Je n'allais pas loger Kevin. Je n'allais pas le financer. Je n'allais pas le sortir du pétrin, jamais. S'ils voulaient continuer à encourager un homme de 31 ans qui ne pouvait pas garder un emploi ou payer un loyer, c'était leur problème. Mais ça n'allait pas être mon problème. Pas par la culpabilité, pas par des jeux,
et certainement pas par le système judiciaire à nouveau. Ma mère a commencé à pousser ses sanglots convulsifs, ce qui me détruisait quand j'étais enfant. Cela ne marchait plus. Kevin a levé les yeux au ciel et a marmonné quelque chose sur le fait que j'étais un tel idiot. Puis, à voix basse, il a dit que j'avais toujours été le plus difficile. Venant de lui, c'était presque artistique. Mon père est devenu de cette nuance de rouge que je connais depuis toute ma vie. Il a commencé à dire quelque chose sur la façon dont je le regretterais, comment je serais seul quand je serais vieux, comment personne ne serait là pour moi parce que je n'étais pas là pour la famille. Je lui ai coupé la parole. J'ai dit qu'il pouvait soit accepter ma décision et nous pourrions avoir une sorte de relation à l'avenir, soit il pouvait continuer à insister et je couperais complètement les ponts. Pas d'appel, pas de lettre, pas d'apparition. Leur choix. Offre finale. Mon père a jeté le dossier par terre. Des papiers partout sur mon Porsche. Relevés bancaires, factures, tous ces documents qu'il voulait que je regarde. Il s'est précipité vers la voiture sans rien ramasser. Maman a suivi, pleurant toujours, me lançant un regard censé me faire me sentir mal. Kevin m'a fait un doigt d'honneur et s'est éloigné, déjà sur son téléphone avant d'arriver à la voiture. Ils ont démarré en trombe de mon allée comme s'ils étaient dans un film d'action. J'ai ramassé le dossier et tous les papiers, je suis rentré à l'intérieur, et j'ai mis le tout dans le bac de recyclage sans lire une seule page. C'était il y a 5 jours. Je n'ai eu de nouvelles d'aucun d'eux depuis. Ma maison est calme. Les économies sont bonnes. La promotion que j'ai eue, ingénieur principal avec une augmentation de 15%, commence le mois prochain. Je l'ai appris le jour même où Kevin s'est fait virer de chez Dev. Parfois, le timing est tout simplement parfait. J'ai un rendez-vous ce week-end avec une femme de ma salle de sport qui a ri quand je lui ai raconté la version courte de tout ce gâchis. Oh, une dernière chose à laquelle je n'arrête pas de penser. Ma grand-mère a rappelé quelques jours après l'histoire du Porsche. Elle avait entendu toute l'histoire de ma tante qui a eu la version dramatique de ma mère. Grand-mère voulait ma version. Je lui ai tout raconté. Les courriels où il prévoyait de me refiler Kevin, le procès, le témoignage de Kevin, tout. Elle est restée silencieuse pendant un très long moment. Puis elle a dit qu'elle était déçue par mon père pour la façon dont il avait élevé Kevin et comment il m'avait traité. Elle a dit qu'elle avait essayé de les avertir il y a des années au sujet de leur indulgence. Personne n'a écouté. Cette conversation signifiait beaucoup, honnêtement. J'y pense encore. Quoi qu'il en soit, la vie est belle. Modification. Oui, je sais. Le sang est plus épais que l'eau. Et la citation originale complète signifie en fait le contraire de la façon dont les gens l'utilisent. J'ai entendu cela environ 40 fois dans les commentaires. Vous avez tous raison. Vous dites tous exactement la même chose, mais j'apprécie. Modification 2. Les gens demandent comment s'est passé le rendez-vous. C'était super. Elle trouve l'histoire de la caméra de sonnette hilarante. Un deuxième rendez-vous est déjà prévu. Je ne veux pas porter la poisse cependant. C'est donc tout ce que vous obtiendrez. Et c'est là que se termine cette histoire, les amis. Quel trajet absolu.